Dans le bureau d'un puissant PDG, une fillette de 5 ans entre discrètement, ses petits pas résonnant à peine sur le sol poli. « Ma maman est malade, alors je suis venue à sa place », murmure-t-elle. Ce n'est pas une simple interruption dans l'emploi du temps chargé d'un homme d'affaires. C'est une fissure qui s'ouvre dans un monde qui avait oublié comment prendre soin des siens. Sa mère, une employée infatigable que personne ne remarquait, repose dans un lit d'hôpital, invisible aux yeux de son entreprise. Ses efforts ensevelis sous des piles de tableaux et un silence assourdissant. Mais cette petite fille, avec son courage démesuré, est sur le point de tout changer. Parce que l'amour ne suit pas les règles des protocoles, et parfois, les voix les plus frêles résonnent avec la plus grande force. Bonjour à tous, bienvenue dans cette histoire bouleversante. Installez-vous confortablement, car nous allons plonger dans un récit qui touche le cœur. Dans les bureaux animés de l'entreprise Lune et Voile, le bourdonnement des néons emplit l'air. C'était un lundi matin comme tant d'autres. Les tasses de café s'entrechoquaient sur les bureaux, les claviers cliquetaient en cadence. Et des conversations superficielles flottaient dans l'open space du 3e étage. Mais à l'extrémité de la salle, près de la fenêtre donnant sur le parking, un bureau restait vide. Ce n'était pas n'importe quel bureau. C'était celui de Marie Tessier. D'ordinaire, à 8h15 précises, Marie était là, ponctuelle comme une horloge, ses longs cheveux soigneusement attachés, ses lunettes discrètes posées sur le nez, ses yeux vifs scrutant son écran. Elle était le genre d'employée sur laquelle tout le monde comptait, mais que personne ne remarquait vraiment, sauf lorsqu'elle manquait à l'appel. Ce jour-là, elle n'était pas là. Quelques collègues jetèrent un coup d'œil à son poste vide en passant, intrigués. « Elle est peut-être en retard », murmura Clara, une jeune analyste que Marie avait formée. Elle le dit à voix haute, mais personne ne répondit. « Impossible, Marie ne fait jamais ça », lança Julien, haussant les épaules, tout en consultant ses emails sur son téléphone. Elle a dû prendre un jour de congé. Elle est humaine, après tout. Il plaisantait à moitié, un sourire en coin. Mais quelque chose dans l'air semblait peser plus lourd. La vérité, c'est que Marie n'avait pas pris un seul jour de congé en 6 ans. Pas un arrêt maladie, pas une pause pour souffler. Elle était là, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'une crise personnelle la submerge. Elle ramassait discrètement le travail que les autres laissaient tomber. Quand quelqu'un faisait une erreur, Marie la corrigeait sans un mot. Mais ce lundi, son fauteuil restait immobile. Son bureau impeccablement rangé, figé depuis vendredi soir. Vers 10h, sa supérieure, Hélène Martin, passa dans l'open space. Elle s'arrêta devant le bureau vide, fronça les sourcils et sortit son téléphone pour appeler les ressources humaines. « Marie a-t-elle posé une demande de congé ?» demanda-t-elle, d'un ton sec et impatient. « Non, madame », répondit l'assistante RH. « Nous n'avons aucune nouvelle d'elle. »« Eh bien, contactez-la. Elle est essentielle à l'équipe de gestion des salaires et nous avons des rapports trimestriels à rendre vendredi. » Hélène raccrocha et s'éloigna sans y penser davantage. Personne ne savait que, de l'autre côté de la ville, Marie était allongée dans un lit d'hôpital. 3 jours plus tôt, son corps avait capitulé face à l'épuisement. Pendant 72 heures, aucun ami, aucun collègue, aucun manager n'avait pris de ses nouvelles. Marie était devenue invisible, même en pleine lumière. Dans une petite chambre blanche, où les machines émettaient des bips réguliers et où les infirmières vérifiaient les constantes, Marie reposait, immobile. Ses mains, habituellement si actives, étaient posées sur des draps immaculés. Son visage était pâle, ses lèvres sèches, des tubes reliés à ses bras diffusaient un goutte-à-goutte régulier. Les médecins parlaient d'épuisement sévère. Peut-être aggravé par une anémie non traitée et des mois, voire des années, de stress accumulé. Son corps avait tout simplement lâché. Le pire, personne n'était venu. Pas de fleurs, pas de carte de prompt rétablissement, pas d'appel de son bureau. Sauf une petite silhouette. Une seule personne avait remarqué son absence. Sa fille de 5 ans, Lila. Depuis que l'ambulance avait emmené sa mère, Lila n'avait pas quitté son chevet. Elle dormait sur une chaise pliante près du lit. Son corps enroulé autour de son lapin en peluche préféré. Les infirmières étaient émerveillées par son calme, inhabituel pour une enfant de son âge. Elle ne pleurait presque pas. Elle observait, attendait, sa petite main toujours dans celle de sa mère. Lila était là depuis 3 jours. Elle ne comprenait pas le temps comme les adultes. Mais elle savait que 3 levers de soleil s'étaient écoulés depuis que sa maman avait cessé de se réveiller. Chaque matin, les infirmières en tenue bleu pâle lui souriaient doucement, lui apportant du pain grillé avec de la confiture ou du lait chaud. Parfois, elle la laissait dessiner sur leur bloc-notes ou lui donnait des autocollants en forme d'étoiles.
Mais ce que Lila remarquait surtout, c'était ce qu'elle ne voyait pas. Personne ne venait rendre visite à sa mère. Pas de tante, pas d'amis, pas de personne en costume, personne de son travail. Au début, elle pensait qu'il ne savait peut-être pas. Après tout, sa maman disait toujours que les gens au bureau étaient trop occupés pour se souvenir des anniversaires ou des pauses déjeuner. Mais il viendrait s'il savait qu'elle était malade, non? Ce matin-là, Lila se tenait sur le sol froid. Ses pyjamas avec des lapins dépassant sous un sweat trop grand que quelqu'un lui avait donné la veille. Ses cheveux étaient emmêlés, ses joues rosies par les larmes versées dans son sommeil. Elle s'approcha sur la pointe des pieds du rebord de la fenêtre et regarda dehors. La ville s'éveillait, les voitures avançaient comme des scarabées. Les gens pressés déambulaient sur les trottoirs, tête baissée sur leur téléphone. Et soudain, une idée germa dans son esprit. Je vais aller au travail de maman. Ce n'était pas un plan structuré comme ceux des adultes. C'était une impulsion, un élan du cœur. Elle se souvenait des photos que sa mère lui avait montrées. Un grand immeuble aux fenêtres brillantes, avec une porte tournante à l'entrée. Il y avait eu un sapin de Noël dans le hall sur l'une des photos. Elle se rappelait aussi du nom, Lune et quelque chose. Ça sonnait élégant. Elle n'avait pas besoin de connaître l'adresse. Elle savait qu'elle l'avait vu depuis la fenêtre du bus, et cela suffisait. Silencieusement, elle enfila ses chaussettes et ses chaussures. Prenant soin de ne pas réveiller l'infirmière assoupie devant la porte. Elle mit son sac à dos rose avec une licorne brodée et y glissa une photo de sa mère, riant avec de la glace sur le visage. Elle referma le sac avec soin. En sortant dans l'air frais du matin, la ville s'élevait autour d'elle, immense. Les immeubles semblaient plus grands quand on ne mesurait qu'1,10 m. Les passants la frôlaient sans baisser les yeux. Mais Lila n'avait pas peur. Elle était petite, oui, mais portée par une mission. Et dans sa poitrine, son cœur battait, avec la force tranquille d'une enfant qui savait qu'elle devait trouver quelqu'un. Lila marcha pendant près d'1 heure, peut-être plus, ses petites jambes avançant pas à pas dans les rues animées de la ville. Elle ne comptait pas le temps comme les adultes, mais elle s'arrêtait parfois, observant les immeubles pour reconnaître celui qu'elle cherchait. Ses jambes lui faisaient mal, mais elle continuait, portée par cette force invisible qui la poussait en avant. À un moment, une agente de circulation la repéra, seule au coin d'une rue. « Ma petite, tu es perdue » demanda-t-elle, inquiète. « Non » répondit Lila avec une politesse assurée. « Je vais au bureau de ma maman. » Sa voix était si calme, si déterminée, que la femme cligna des yeux, déconcertée. Et se contenta de hocher la tête, ne sachant quoi répondre. Finalement, Lila tourna au coin d'une rue et le vit. L'immeuble de verre se dressait comme un géant, scintillant sous les rayons du soleil. Presque trop éclatant pour être regardé. La porte tournante, celle qu'elle avait vue sur la photo, pivotait lentement, laissant entrer et sortir des gens pressés. Lila prit une profonde inspiration, resserra les bretelles de son sac à dos rose orné d'une licorne et s'avança droit vers l'entrée. Le hall était vaste, tout en marbre, avec des échos qui rendaient les pas bruyants, comme ceux des grands. Les gens en costumes élégants ne la remarquaient pas, la prenant pour une enfant accompagnant un adulte. Mais un gardien de sécurité, posté derrière le comptoir d'accueil, la repéra. Il baissa ses lunettes de soleil. « Eh, petite, dit-il, son badge indiquant qu'il s'appelait Daniel. Tu n'es pas la fille de Marie ? » Lila hocha la tête, solennelle. « Oui, je dois parler à quelqu'un. C'est à propos de ma maman. » Daniel se gratta la tête, perplexe. « Elle n'est pas venue de toute la semaine, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Je pensais qu'elle était peut-être en vacances. » Il regarda autour de lui, hésitant sur la marche à suivre. « Bon, viens, je t'accompagne en haut, juste 1 minute. » Il ne savait pas pourquoi il faisait ça, le règlement de l'entreprise interdisait strictement les visiteurs non autorisés. Mais quelque chose dans le regard de Lila, une gravité qui ne collait pas avec son âge, lui donnait l'impression que ce n'était pas un jour comme les autres. Ils prirent l'ascenseur ensemble. Lila observait les chiffres s'allumer un à un sur le panneau. « À quel étage travaille ta maman » demanda Daniel. « Celui avec les chaises vertes » répondit-elle, réfléchissant. « Et la machine à snack avec des biscuits fourrés ?» Daniel laissa échapper un petit rire malgré lui. « Ça, c'est le 3e étage, le service des salaires. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement, révélant le bourdonnement habituel du couloir. Mais alors qu'ils tournaient au coin vers le bureau de Marie, ils ne la trouvèrent pas. À la place, il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que Lila ne connaissait pas. Un homme grand, en costume bleu marine,
se tenait près de la salle de pause, accompagnée d'une femme portant un porte-bloc. Son allure imposante contrastait avec son expression curieuse. Lorsqu'il entendit le bruit des petits pas de Lila, il baissa les yeux. C'était Étienne Carpentier, le PDG de Lune et Voile. La vue d'une fillette de 5 ans, tenant une photo dans ses mains, et scrutant les lieux avec des yeux tristes mais déterminés, suffit à l'arrêter net. Il s'abaissa à sa hauteur et demanda doucement. « Comment tu t'appelles, ma petite ?» Lila le regarda droit dans les yeux, sans ciller. « Lila. Ma maman est malade, alors je suis venue à sa place. » L'instant où Lila prononça ces mots, un silence inhabituel envahit le couloir. L'assistante au porte-bloc, à côté d'Étienne, jeta un coup d'œil à son patron, hésitant à intervenir ou à poursuivre son chemin. Mais Étienne ne bougea pas. Il resta immobile, observant la fillette comme s'il essayait de déchiffrer une langue qu'il n'avait pas entendue depuis des années, la sincérité. Il s'éclaircit la gorge. « Tu es venu à sa place ?» répéta-t-il, sa voix plus douce que celle qu'il utilisait dans les réunions. Lila hocha la tête. Elle n'est pas venue au travail parce qu'elle est à l'hôpital, et personne n'est venu la voir. Alors j'ai pensé que je devais venir pour elle. Ses yeux ne vacillaient pas, sa voix ne tremblait pas. L'assistante brisa le silence. « Monsieur Carpentier, le chef de service vous attend en salle de conférence B. » Annulé, coupa Étienne, sans quitter Lila des yeux. « Pardon ? Annulé ?» répéta-t-il. Il se redressa et tendit la main, incertain si une enfant accepterait un geste aussi formel. À sa surprise, Lila posa sa petite main dans la sienne sans hésiter. « Allons parler dans un endroit plus calme, » dit-il, se dirigeant vers l'ascenseur exécutif. Daniel, le gardien, resta figé, les yeux écarquillés. « Monsieur, je ne voulais pas outrepasser. » Étienne se retourna, son ton calme, sans reproche. « Vous avez bien fait, Daniel. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Lila et Étienne entrèrent. Les parois réfléchissantes renvoyaient un contraste frappant. Un homme imposant en costume sur mesure à côté d'une petite fille en baskets usées et sac à dos licorne. Elle leva les yeux vers les lumières du plafond, curieuse, sans nervosité. Il observa son reflet, puis son visage. « Comment tu t'appelles, déjà ? Lila ? Et ta maman, c'est Marie Tessier, elle travaille au salaire ? Ou travaillait ? Je ne sais pas si elle est toujours là. » Une lueur de surprise traversa son visage. Marie Tessier. Le nom ne lui était pas totalement inconnu. Mais il n'avait jamais atteint les étages supérieurs. C'était peut-être là le problème. Ils sortirent de l'ascenseur dans le bureau d'Étienne, au 32e étage. Un espace moderne aux grandes baies vitrées, offrant une vue panoramique sur la ville. Lila marcha directement vers la vitre, posant ses mains sur le verre. « On dirait qu'on est dans les nuages », dit-elle, émerveillée. Étienne l'observa un instant avant de s'approcher de son bureau et d'appuyer sur un bouton de l'interphone. « Apportez-moi le dossier personnel de Marie Tessier, service des salaires, » dit-il. « Tout de suite, monsieur, » répondit une voix. Il se tourna vers Lila, qui s'était installée sur le long canapé en cuir, les pieds repliés sous elle. Son sac à dos sur les genoux. « Lila, » commença-t-il, choisissant ses mots avec soin. « Peux-tu me dire ce qui est arrivé à ta maman ?» Elle baissa les yeux, traçant du doigt la licorne sur son sac. Elle est rentrée à la maison vendredi, et elle avait l'air très fatiguée. Elle a toujours l'air fatiguée. Elle marqua une pause. Mais ce soir-là, elle ne s'est pas levée du canapé. Ses yeux étaient fermés, je pensais qu'elle dormait. Mais elle ne s'est pas réveillée quand je l'ai appelée. J'ai eu peur et j'ai appelé la voisine, et ils ont appelé l'ambulance. La gorge d'Étienne se serra. Elle ne s'est pas réveillée depuis, poursuivit Lila. Je pensais que les gens de son travail viendraient la voir. Elle travaille très dur. Elle travaille même sur son ordinateur quand je vais me coucher. Étienne s'assit, les coudes sur les genoux. Personne n'est venu ? Pas même une carte ? Lila secoua la tête. Juste à ce moment, son assistante entra discrètement et lui tendit un dossier beige. « Monsieur, avez-vous besoin d'autre chose ?» Il fit signe que non, et la porte se referma doucement derrière elle. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des rapports de performance. Des évaluations, des demandes internes, tout était impeccablement organisé. Marie Tessier était à l'entreprise depuis près de 7 ans. Aucune absence, des performances exemplaires, une progression constante mais discrète. Pourtant, ce qui frappait le plus, c'était ce qui manquait. Pas de promotion, pas de félicitations officielles. 3 candidatures à des postes internes, toutes marquées, qualifiées mais non retenues.
Pas de recommandation de supérieur, pas de prime au-delà du minimum standard. C'était comme si elle avait tout fait parfaitement, et qu'on l'avait ignorée. Étienne s'adossa à son fauteuil, le poids de ses révélations pesant sur lui. Tu as quelqu'un avec toi à l'hôpital, Lila? Une grand-mère? Une tante? Quelqu'un pour s'occuper de toi? Elle secoua la tête. Juste moi. Mais les infirmières sont gentilles. Elles me laissent dormir sur la chaise. Il referma le dossier lentement. Tu peux m'emmener la voir? Demanda-t-il. Les yeux de Lila s'écarquillèrent. Ma maman? Il hocha la tête. Oui, j'aimerais la voir. Ça te va? Un petit sourire éclaira le visage de Lila, le premier depuis son arrivée. D'accord, murmura-t-elle. Il se leva, attrapa son manteau sur le porte-manteau. Allons-y. L'ascenseur descendait vers le parking souterrain dans un silence seulement troublé par le cliquetis des petites chaussures de Lila sur le sol lustré et le léger bourdonnement de la cabine. Étienne se tenait à ses côtés, les mains dans les poches de son manteau, son esprit étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni aux projections financières, ni aux réunions du conseil, ni aux échéances des fusions. Il pensait à une petite fille dont le monde avait basculé. Et à une mère qui, bien qu'elle ait porté une entreprise entière dans l'ombre, avait été oubliée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et le chauffeur d'Étienne, Samuel, s'avança. Monsieur Carpentier, je n'étais pas informé d'un rendez-vous hors site ce matin. Il n'y en a pas, répondit Étienne calmement. Nous allons à l'hôpital Sainte-Claire. Samuel cligna des yeux, jetant un regard à la petite fille qui grimpait déjà sur la banquette arrière de la voiture de fonction. Et elle vient avec moi? Ajouta Étienne. Bien, monsieur, répondit Samuel, sans insister. Le trajet à travers la ville fut inhabituellement paisible. La circulation avançait lentement le long des avenues. Et la lumière matinale filtrait à travers le pare-brise, projetant des reflets mouvants sur le visage de Lila. Elle était assise bien droite, ses deux mains serrant son sac à dos licorne. Elle n'était ni nerveuse ni timide. Elle regardait simplement par la fenêtre, ses yeux fixés sur le monde qui défilait. Comme si elle le mémorisait, au cas où. Étienne l'observait en silence. Elle était calme, d'une manière qu'aucun enfant de son âge ne devrait avoir à l'être. Trop posée, trop stable. Cela lui serrait le cœur. Tu sais, dit-il soudain, brisant le silence. Je ne reçois pas souvent de visiteurs dans mon bureau. Lila tourna la tête vers lui. Pourquoi pas? Je crois que les gens ont peur de moi. Pourquoi? Demanda-t-elle, curieuse. Peut-être parce que je ne souris pas assez. Elle pencha la tête. Tu devrais sourire plus. Ça montre aux gens que tu n'es pas méchant. Étienne laissa échapper un petit rire, un son qui lui parut étrange dans sa propre bouche. Je vais y penser, répondit-il. Et, à sa propre surprise, il esquissa un sourire à cet instant précis. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, Lila ouvrit la portière avant même que Samuel ne puisse le faire. Elle sauta de la voiture avec l'énergie de quelqu'un qui rentrait chez lui. Par ici, dit-elle, guidant Étienne à travers les portes automatiques. Comme si elle avait parcouru ce chemin 1000 fois. À l'accueil, l'infirmière, Patricia, leva les yeux et se redressa immédiatement. Lila, où étais-tu? On était sur le point de... Lila l'interrompit poliment. J'ai amené quelqu'un. Elle se tourna et pointa Étienne. C'est monsieur Étienne. C'est le patron de l'endroit où travaille ma maman. Les yeux de Patricia s'écarquillèrent. Oh! Eh bien, enchanté, monsieur. Étienne hocha légèrement la tête, à peine attentif à son titre. Ici, il ne se souciait pas de son statut. Elle est au bout du couloir, deuxième porte à droite, ajouta Patricia rapidement. Toujours aucun changement. Étienne suivit Lila, qui avançait avec une assurance tranquille. Un petit pas après l'autre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la chambre 214. La porte grinça en s'ouvrant, et là, elle était. Marie reposait, immobile, pâle contre les draps blancs impeccables. Ses cheveux légèrement humides d'un bain à l'éponge, sa poitrine se soulevant lentement sous une couverture stérile. Un tube d'oxygène était placé sous son nez, et le moniteur à côté d'elle émettait des bips réguliers. Lila s'approcha du lit comme si elle accomplissait un rituel. Elle grimpa sur la chaise à côté, prit la main de sa mère et murmura. « Elle ne parle pas encore, mais je lui parle quand même. » Étienne fit quelques pas en avant. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, le succès, l'échec, le pouvoir, la trahison. Mais rien de comparable à cela. Cette femme, Marie Tessier, était une étrangère pour lui. Pourtant, il lui devait quelque chose.
Quelque chose d'immense. Il s'approcha encore, et jeta un œil au dossier médical suspendu au pied du lit. Diagnostic, épuisement physique sévère. Réponse aiguë au stress, suspicion d'anémie, symptômes de malnutrition liés à la fatigue professionnelle. Il ferma les yeux un instant. Elle avait tout donné, tête baissée, jusqu'à ce que son corps s'effondre sous le poids. Et pourquoi? Un emploi qui ne la remerciait jamais. Une manager qui n'avait pas remarqué son absence. Une entreprise qu'il avait utilisée et oubliée. Il se tourna vers Lila, qui chantonnait doucement une chanson sur les étoiles et le sommeil. Il s'assit sur la chaise vide en face d'elle. « Puis-je te confier un secret ?» demanda-t-il. Lila hocha la tête. « Je ne savais pas qui était ta maman jusqu'à aujourd'hui. J'aurais dû. J'aurais dû connaître son nom, son visage, son travail. Mais je ne savais pas. » Lila le regarda avec ses grands yeux solennels. « Mais tu es venu, dit-elle. Ça compte aussi. » Étienne déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. « Tu as dit quelque chose tout à l'heure, quand on s'est rencontrés. Tu as dit « Maman est malade, alors je suis venue à sa place. » Qu'est-ce que tu voulais dire? Lila jeta un coup d'œil à sa mère, puis à lui. « Je pensais que si j'allais là-bas et que je parlais à quelqu'un d'important, peut-être que quelqu'un se soucierait assez pour venir aussi. » Étienne se pencha en avant et murmura. « Je me soucie, Lila. Maintenant, je me soucie beaucoup. » Elle lui adressa un léger sourire, comme si elle savait quelque chose qu'il découvrait à peine. Puis retourna à sa veille silencieuse auprès de sa mère. Étienne resta assis là, longtemps. Le PDG, qui autrefois mesurait la valeur en chiffres et en profit, voyait maintenant la mesure d'une femme qui avait tout donné, sans être vue, et d'une enfant qui s'était assurée qu'elle le soit enfin. Le couloir de l'hôpital, juste devant la chambre de Marie, était silencieux, mais d'un silence pesant, où chaque bruit semblait amplifié. Tout derrière une porte close. Le couinement étouffé des chaussures des infirmières sur le carrelage. Étienne était assis seul sur un banc inconfortable, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant lui. Son téléphone avait vibré 23 fois ce matin-là, appel, message, rappel de réunion, email. Il n'avait répondu à aucun. Lila s'était endormie des heures plus tôt. Recroquevillée sur la chaise à côté de sa mère, les genoux repliés sous le menton, la tête reposant doucement sur la hanche de Marie. Son sac à dos lui servait d'oreiller. Un petit bras s'étendait encore sur le lit, ses doigts enroulés autour de la main de sa mère. À l'intérieur de la chambre, les néons bourdonnaient faiblement. Les moniteurs bipaient régulièrement. Marie n'avait pas bougé. Étienne restait là, immobile. Le dossier personnel de Marie posé à côté de lui sur le banc, à moitié ouvert, comme s'il essayait de respirer. Il l'avait lu 2 fois. Les mots ne criaient pas la négligence, ils la murmuraient. Des omissions discrètes qui, mises bout à bout, dessinaient le portrait d'une femme invisible. Très fiable, dépasse les attentes, éthique de travail exemplaire. Promotion refusée, poste pourvu, recommandé pour un transfert latéral. Pas de mesures disciplinaires, pas de plainte, juste une performance constante et exceptionnelle. Sans récompense ni reconnaissance. Étienne avait bâti son entreprise avec une précision militaire. Système, processus, suivi des performances, automatisation. Mais dans toute cette structure, des gens comme Marie étaient devenus des rouages de la machine. Fonctionnels. Invisibles. Remplaçables. Cette pensée lui retournait l'estomac. Une infirmière passa et ralentit en le voyant. « Monsieur Carpentier, c'est bien ça ?» demanda-t-elle doucement, le reconnaissant. Il hocha la tête sans lever les yeux. « Elle est stable, mais fragile. Ce qu'elle portait, elle l'a porté trop longtemps. » Étienne releva enfin les yeux pour croiser les siens. « Quelqu'un est passé? De la famille ?» L'infirmière hésita. Aucun contact répertorié. Pas de proche. Juste la petite fille. Étienne fronça les sourcils. « Et le père ?» Elle secoua la tête. « Pas dans le tableau. Lila nous a dit une fois que son papa était parti dans les nuages. On pense qu'il est décédé il y a quelques années. Aucun autre proche ne s'est manifesté. Juste Lila. Elle est là tous les jours depuis que l'ambulance a amené sa mère. » Les épaules d'Étienne s'affaissèrent sous le poids de ces mots. L'infirmière ajouta doucement. « Elle attend toute la journée. Elle parle à sa mère, lui chante des chansons, ou lui tient simplement la main pendant des heures. 5 ans, et elle est déjà plus courageuse que la plupart d'entre nous. » Après que l'infirmière se fut éloignée, Étienne s'adossa au mur du couloir, posant sa tête contre la peinture blanche et froide. Il ne savait pas combien de temps il resta là, immobile.
avant d'entendre la voix de Lila, douce et enrouée par le sommeil, l'appeler depuis la chambre. « Monsieur Étienne ?» Il se leva et ouvrit la porte doucement. Lila était réveillée, assise au bord de la chaise, les jambes pendantes. Ses yeux étaient gonflés et rougis, mais alertes. « Tu es encore là ?» demanda-t-elle. Il entra, refermant la porte derrière lui. « Oui, je ne voulais pas la laisser seule. » Lila hocha la tête. Elle n'aime pas être seule. Étienne traversa la pièce et s'installa sur la chaise réservée aux visiteurs. « Tu as faim ?» demanda-t-il. « Je peux aller chercher quelque chose à la cafétéria. »« Ça va » répondit-elle. « J'ai mangé des biscuits tout à l'heure. L'infirmière Patricia m'en a donné 2. » Elle ajouta, avec un petit sourire. « Et un jus de pomme dans un gobelet avec un singe dessus. » Étienne esquissa un sourire. 2 biscuits et un jus avec un singe? C'est du grand luxe. Lila se pencha en avant, repoussant une mèche de cheveux du front de sa mère. Elle me faisait des tresses tous les matins avant l'école, même quand elle était fatiguée. Sa voix trembla légèrement. Elle disait, « Il faut toujours sortir dans le monde en ayant l'air de quelqu'un qu'on aime. » Étienne déglutit difficilement, la gorge nouée. Il regarda Marie. Son visage était plus fin maintenant, ses lèvres sèches, ses bras immobiles sous la couverture blanche. Mais elle semblait paisible, comme si elle s'autorisait enfin à poser le fardeau qu'elle avait porté si longtemps. Il se tourna vers Lila. Je pense qu'elle a élevé une petite fille très intelligente. Les lèvres de Lila esquissèrent un sourire timide. Je vais l'aider, déclara Étienne, sa voix basse mais ferme. Comment? Demanda Lila, non pas avec méfiance, mais avec une curiosité sincère. Je ne connais pas encore toutes les étapes, mais je te promets que je ne l'abandonnerai pas. Pas oublié. Lila inclina la tête. Promis, promis? Étienne n'hésita pas. Il tendit son petit doigt. Elle le regarda, surprise, puis enroula son petit doigt autour du sien. Promis, promis, répéta-t-elle. Cette nuit-là, Étienne ne rentra pas dans son appartement de luxe surplombant la rivière. Il ne consulta ni ses emails, ni ses investissements, ni son agenda. Il resta assis dans une chambre d'hôpital silencieuse, auprès d'une enfant endormie et d'une femme qui avait failli se consumer à force de travailler pour survivre. Ce fut la première nuit où il réalisa que le pouvoir ne signifiait rien s'il ne prêtait pas attention à ceux qui, dans l'ombre, portaient tout à bout de bras. Et dans cette chambre paisible, où aucun dirigeant n'avait jamais mis les pieds, et où aucun journaliste ne viendrait écrire, quelque chose commença à changer en Étienne Carpentier. Pas dans l'entreprise, mais dans l'homme. Le lendemain matin, les rayons du soleil filtraient à travers la fenêtre de l'hôpital, dessinant des traînées dorées sur les machines et projetant des reflets pâles sur le sol. La chambre, avec ses bips constants et le souffle discret de la ventilation, semblait inchangée. Pourtant, quelque chose était différent. Étienne était toujours là, assis sur la même chaise qu'il avait occupée toute la nuit. Il n'avait pas changé de vêtements. Son costume, d'ordinaire impeccable, était froissé. Sa cravate desserrée. Ses cheveux légèrement en désordre. Il n'avait plus l'air du PDG des couvertures de magazines, mais d'un homme confronté à une vérité qu'il ne pouvait ignorer. Lila dormait encore, enroulée comme un chaton sur le petit canapé dans un coin de la chambre, son lapin en peluche calé sous le menton. Marie restait inconsciente, ses constantes stables mais immobiles. Pourtant, sa présence semblait remplir l'espace, non pas seulement par son corps, mais par le poids invisible de tout ce qu'elle avait porté seule pendant si longtemps. Étienne se leva lentement, étirant ses membres raides, et s'approcha de Marie. Sa main reposait sur la couverture, les doigts légèrement repliés. Il les observa longuement. Ses mains qui avaient tapé des millions de rapports. Tenu la main de sa fille pendant les tempêtes. Lavé la vaisselle en silence. Et ramassé le travail que personne d'autre ne voulait. Elles étaient petites, mais fortes. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une feuille pliée. La dernière candidature interne de Marie datait de 5 mois plus tôt. Il l'avait trouvée dans son dossier la veille. En haut, ses qualifications, son expérience et une liste de ses accomplissements. En bas, en petits caractères rouges. Poste pourvu en interne. Candidate non retenue. Pas de commentaires. Pas de retour. Pas de reconnaissance. Il froissa la feuille dans sa main. Ce matin-là, il passa son premier appel en près de 24 heures. « Passez-moi Hélène Martin », dit-il d'un ton sec, faisant les 100 pas devant la chambre de Marie. La ligne se connecta en quelques secondes. « Monsieur Carpentier, nous essayons de vous joindre. Il y a des mises à jour urgentes concernant les rapports trimestriels et... » Étienne l'interrompit. « Marie Tessier,
service des salaires. À quel point la connaissez-vous? Un silence. Marie? Oui, bien sûr. Elle est fiable, discrète, très compétente, jamais de problème. Elle est à l'hôpital. Une pause plus longue, plus pesante. Je n'étais pas au courant. Va-t-elle bien? Elle s'est effondrée d'épuisement. Un autre silence, encore moins confortable. Elle n'a aucun proche répertorié, aucun contact d'urgence. Sa fille de 5 ans est venue au bureau pour trouver quelqu'un. Elle s'est assise dans mon fauteuil et m'a dit que sa mère était malade. Il marqua une pause. Elle s'est tuée au travail pendant des années, Hélène. La question est, comment ne l'avez-vous pas remarqué? Il n'y eut pas de réponse. Rassemblez tous les dossiers de performance de chaque employé de ce département. Ordonna-t-il froidement. Envoyez-les à ma boîte privée. Je passe en revue toutes les décisions de promotion des 5 dernières années. Compris, monsieur, répondit-elle. Il raccrocha sans un mot de plus. À midi, Étienne était de retour dans son bureau à lune et voile. Pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il devait voir les choses de ses propres yeux. Tout semblait différent maintenant. Chaque coin du bureau, chaque poste de travail, chaque plaque nominative lui apparaissait comme une histoire qu'il n'avait jamais lue. Comme une bibliothèque remplie de livres, prenant la poussière parce qu'il ne s'était contenté que de survoler les couvertures. Il parcourut l'étage seul. Sans équipe de communication. Sans assistante. Sans caméra. Les employés chuchotaient, l'observant depuis leurs écrans, incertains de la raison pour laquelle. Le PDG rôdait dans le service des salaires comme un fantôme. Il s'arrêta devant le bureau vide de Marie. Il était toujours impeccable. Trop impeccable. Une tasse à café trônait sur le coin, blanche avec un arc-en-ciel décoloré, et les mots. Encore un tableau, en lettres roses écaillées. Il fixa la chaise, lentement, s'y assit. Pour la première fois, Étienne ne regardait pas le bureau depuis les hauteurs. Il voyait ce que Marie voyait. De là, il pouvait observer les mouvements précipités des chefs d'équipe. Les regards anxieux jetés aux horloges. Les échanges ignorés entre collègues. Les gens n'étaient ni paresseux ni désengagés. Ils étaient fatigués, négligés, craintifs. Quelque chose en lui se brisa. Cet après-midi-là, Étienne convoqua une réunion. Pas avec les cadres, pas avec les actionnaires, mais avec les employés. Il les rassembla dans une salle de conférence au rez-de-chaussée. Sans chichi, sans buffet, juste des chaises et des êtres humains. Ils s'installèrent nerveusement, s'attendant à des remontrances. Au lieu de cela, il se tint devant eux et déclara. Cela fait 15 ans que je suis dans cette entreprise. Pendant 10 ans, j'en étais le cœur. Ces 5 dernières années, je suis devenu ces murs. Un silence s'installa. J'ai oublié que ce sont des gens, des vrais, qui font fonctionner cette entreprise. Des gens avec des vies, des enfants, des limites. Des gens comme Marie Tessier, qui a donné plus qu'elle n'aurait dû, et n'a jamais demandé plus que sa juste part. Quelqu'un retint son souffle. Elle s'est effondrée la semaine dernière, seule. Personne n'a remarqué son absence jusqu'à ce que sa fille vienne prendre sa place. Un silence plus lourd, teinté de honte. Cela s'arrête aujourd'hui, poursuivit-il. Il annonça des changements radicaux. Des bilans de bien-être interne. Des audits de performance anonymes. Des politiques obligatoires de prévention de l'épuisement. Une équipe RH dédiée pour enquêter sur les carrières bloquées. Il ne demanda pas d'applaudissements. Ce n'était pas un discours. C'était une réparation. À la tombée du jour, Étienne était de retour à l'hôpital. Il entra dans la chambre 214 avec un dossier sous le bras et un sac en papier craft à la main. « J'ai apporté un sandwich au fromage grillé », murmura-t-il à Lila, qui leva les yeux. Encore ensommeillée. Du café du coin. Pas de jus avec un singe, mais c'est pas mal. Elle sourit et prit le sac délicatement. Il s'assit à nouveau près de Marie. Et cette fois, alors que les machines bourdonnaient et que le moniteur bipait, il ne se sentait plus comme un visiteur. Il se sentait comme quelqu'un qui revenait vers quelque chose qui aurait toujours dû compter. Ce fut un moment discret, presque imperceptible, comme l'aube perçant doucement à travers des nuages épais. Les yeux de Marie papillonnèrent. Aucun sursaut dramatique, aucun souffle brusque. Juste un lent clignement, celui de quelqu'un remontant à la surface après un rêve trop lourd. La lumière stérile au-dessus d'elle projetait une lueur douce sur son visage. Sa vision vacilla, se clarifia, puis se troubla à nouveau alors qu'elle tentait de donner un sens à ce qui l'entourait. Le bourdonnement des machines l'ancrait. La piqûre d'une perfusion dans son bras. La fraîcheur des draps sous ses doigts. Et puis une petite main dans la sienne,
chaude, familière. Elle tourna la tête avec effort, ses muscles lourds et confus. Lila, sa petite fille, dormait au bord du lit, le visage doucement pressé contre son flanc. Ses doigts minuscules entrelacés avec les siens. Ses chaussures gisaient sur le sol. Ses joues étaient rosies par le sommeil. Les lèvres de Marie s'entr'ouvrirent pour parler, mais seul un souffle rauque s'échappa. Sa gorge était trop sèche, sa bouche pâteuse. Mais elle ne paniqua pas. Elle était vivante. Et Lila était là. Ses yeux parcoururent la pièce. Des fleurs ornaient désormais le rebord de la fenêtre, fraîches, éclatantes. Avec une carte glissée parmi elles, elle n'était pas là avant, elle en était certaine. Sur la table de chevet, 2 gobelets en carton. L'un portait une trace de rouge à lèvres. L'autre était à moitié rempli de thé. Puis elle le vit, près de la fenêtre. Un homme grand, immobile, les bras croisés, regardant le parking de l'hôpital baigné dans la lueur dorée du soleil couchant. Elle ne le reconnut pas. Pas tout de suite. Il se tourna lentement, comme s'il avait senti un changement dans l'air. Son expression était indéchiffrable jusqu'à ce que leurs regards se croisent. Elle cligna des yeux, 1 fois, 2 fois, ses sourcils se fronçant légèrement. « Monsieur » tenta-t-elle de dire, sa voix à peine audible. Il traversa la pièce en 2 enjambées. « Tout va bien » dit Étienne doucement, s'asseyant sur la chaise à côté d'elle. « Vous êtes en sécurité. Vous vous reposez ?» Ses yeux fouillèrent son visage, cherchant à le situer quelque part. Peut-être dans une photo d'entreprise lointaine. Ou une signature au bas d'un email auquel elle n'était pas censée répondre. « Vous êtes le PDG » murmura-t-elle enfin. Il hocha la tête. « Oui, je suis Étienne Carpentier. » Elle ferma les yeux un instant, comme si elle avait besoin de redémarrer sa compréhension du monde. « Je suis désolée » chuchota-t-elle. « Je ne voulais pas manquer le travail. » Étienne inspira brusquement. Non pas par agacement, mais par une douleur au cœur. « Vous n'avez pas à vous excuser » dit-il rapidement, la voix épaissie par l'émotion. « Marie, vous avez failli mourir. » Ses yeux s'ouvrirent à nouveau, brillants. Non seulement à cause des lumières, mais des larmes qui s'accumulaient au coin de ses paupières. « J'étais tellement fatiguée » admit-elle. « Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je n'avais pas le choix. » Sa voix se brisa. « J'ai Lila. Je n'avais pas le temps d'être fatiguée. » Étienne regarda la petite fille endormie. Elle avait bougé légèrement, peut-être au son de la voix de sa mère, mais ne s'était pas réveillée. « Elle est venue me chercher » dit-il. « Elle est entrée dans mon bureau. Elle m'a dit « Maman est malade, alors je suis venue à sa place. » Le visage de Marie se décomposa. « Elle est partie toute seule » murmura-t-elle, horrifiée. « Toute seule ?» « Oui » répondit-il doucement. « Et elle a été courageuse. Elle a traversé cet immeuble comme si elle y avait sa place. Elle a dit que si personne d'autre ne venait, elle le ferait. » Marie porta une main à sa bouche alors que les larmes coulèrent librement. Elle pleurait en silence, comme une mère qui avait tenu bon trop longtemps. « Je pensais que personne ne remarquerait, » dit-elle, la voix étouffée. « Que si je disparaissais, je serais simplement partie. »« J'ai remarqué, » répondit Étienne. « Trop tard, mais j'ai remarqué. » Il tendit la main vers le dossier posé sur la table à côté d'elle et en sortit une feuille. « Je veux vous montrer quelque chose. » Elle essuya ses yeux avec la manche de sa blouse d'hôpital et regarda le document. C'était une lettre officielle, avec l'entête de l'entreprise et une signature en bas. Une offre de promotion, directrice de la stratégie opérationnelle. Elle fixa la feuille, puis lui. « Je ne comprends pas. J'ai tout lu » expliqua Étienne. « Votre travail, vos candidatures, vos évaluations. Vous avez été ignoré. Pas parce que vous n'étiez pas qualifié, mais parce que le système était défaillant. Je l'ai laissé se casser, et ça a fait du mal à des gens comme vous. Je ne suis pas une leader, dit-elle doucement. Je survis, c'est tout. Non, répondit-il fermement. Vous êtes une leader. Vous avez dirigé sans le titre. Ça change maintenant. Ses lèvres tremblèrent. Pourquoi moi? Parce que vous l'avez mérité, dit-il. Et parce que cette entreprise a besoin de gens comme vous à des postes de pouvoir. Des gens qui savent ce que c'est d'être oubliés. Elle regarda Lila à nouveau. Je voulais juste la protéger, murmura-t-elle. Vous avez fait bien plus que ça, répondit Étienne. Vous avez élevé quelqu'un d'extraordinaire. Comme si elle avait entendu, Lila remua et ouvrit les yeux. Quand elle vit sa mère la regarder,
Son corps se redressa d'un bond. « Maman !» cria-t-elle, grimpant sur le lit. Marie ouvrit les bras, et Lila s'y blottit, sanglotant. « Tu es revenue » murmura Lila. « Tu es vraiment revenue ?» Marie embrassa ses cheveux encore et encore. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait peur. »« Tu ne m'as pas fait peur, » répondit Lila avec ferveur. « J'ai été courageuse. J'ai trouvé de l'aide. » Marie leva les yeux vers Étienne, sa fille toujours serrée contre elle. « Tu as trouvé plus que de l'aide ?» dit-elle doucement. « Tu as tout changé. » 2 semaines après que Marie eut ouvert les yeux, le printemps s'installa doucement. Ce n'était pas un changement brutal, mais une transition subtile. La brise devenait moins mordante. Le ciel un peu moins gris. Et les cerisiers bordant la cour de l'hôpital Sainte-Claire commençaient à fleurir. Les infirmières ouvraient les fenêtres l'après-midi pour laisser entrer l'air frais. Et l'odeur stérile de l'antiseptique s'adoucissait, éclipsée par les bouquets de fleurs livrés quotidiennement à la chambre 214. Marie se rétablissait lentement. Ses pas étaient encore hésitants. Sa voix n'avait pas retrouvé toute sa force. Mais elle pouvait marcher, s'asseoir. Et même rire doucement lorsque Lila lui racontait des anecdotes sur les gens aux chaussures chics, du bureau. Sa peau reprenait des couleurs. Tout comme son sourire. Chaque jour, Étienne venait lui rendre visite. Non pas de manière ostentatoire, mais avec une simplicité réfléchie. Il apportait de vrais repas, loin des snacks des distributeurs. Un jour, c'était une soupe de son restaurant thaï préféré. Un autre, un sac de courses pour son retour à la maison. Parfois, il venait avec des livres. D'autres fois, il se contentait d'être là, en silence, travaillant sur ses emails pendant que Lila coloriait à ses côtés. Un matin particulier, il arriva avec quelque chose de différent, une clé. Il la posa sur la table roulante à côté du bol d'avoine de Marie. Une simple clé sur un anneau discret. Elle cligna des yeux, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un appartement, » répondit-il. « 2 chambres, payées par le fonds d'urgence logement de l'entreprise. Temporaire, mais à vous jusqu'à ce que vous soyez remise sur pied. » Les lèvres de Marie s'entr'ouvrirent. « Je n'ai rien demandé. »« Je sais, » coupa-t-il doucement. « C'est justement le but. Vous ne devriez pas avoir à demander. » Ses doigts se refermèrent lentement sur la clé, comme si elle était en verre fragile. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Vous avez déjà tout dit, » répondit-il. « Vous l'avez dit chaque jour où vous êtes venu travailler ? Ou vous avez donné plus que vous n'auriez dû, pour moins que vous ne méritiez. » Plus tard ce même jour, Étienne réunit toute l'équipe dirigeante. Vice-président, directeur, chef de service. Dans une grande salle de réunion. Il se tenait au bout de la table. Sans veste de costume. Les manches retroussées. Le regard ferme. « Nous nous sommes trompés » commença-t-il. Sur toute la ligne. Il leur parla de Marie. De Lila. Du coup de construire une entreprise qui avait oublié ceux qui la faisaient vivre en silence. Il ne leur demanda pas de se sentir coupables. Il leur ordonna de changer. En un mois, de nouvelles politiques furent mises en place. Horaires flexibles. Audit complet du bien-être des employés. Subvention pour la garde d'enfants en urgence. Suivi des promotions avec supervision. Une équipe de révision interne fut créée. Diverse, inclusive. Et dotée de réels pouvoirs. Le nom de Marie Tessier figurait en tête de sa direction. Directrice Marie Tessier. Quand elle retourna au bureau, ce fut un moment irréel. Son nouveau bureau, au coin de l'étage, n'avait rien d'ostentatoire. Il était simple. Baigné de lumière naturelle. Avec un bureau orné d'une petite photo d'elle et Lila dans la chambre d'hôpital. Et une pile de dossiers déjà en attente. Mais cette fois, elle n'était pas ensevelie sous eux. Elle avait une équipe. Une voix. Ses anciens collègues ne savaient pas comment l'accueillir au début. Ils la regardaient avec une sorte d'admiration mêlée de respect. Observant celle qui, autrefois, soutenait le département depuis le bas. Prendre sa place à sa tête. Elle brisa le silence avec chaleur, sans autorité. « Construisons quelque chose de mieux », leur dit-elle. Ensemble. Étienne ne visita l'étage qu'une seule fois cette semaine-là, juste pour observer. Depuis l'ascenseur, il vit Marie animer une réunion matinale, debout, les mains jointes. Un dessin de Lila accroché derrière son bureau comme une bannière personnelle. Lorsqu'il se tourna pour partir, Lila apparut soudain à ses côtés. « Hé !» lança-t-elle en tirant sur sa main. Il baissa les yeux. « Tu es censé être à l'école ?»« Oui, mais c'est une demi-journée. Je suis venue faire une surprise à maman. Tu veux nous accompagner au parc après ?» Il sourit. « Je ne raterai ça pour rien au monde. » Leur routine changea après cela. Pas seulement celle de Marie, mais aussi celle d'Étienne. Le dimanche,
Ils se retrouvaient pour des pancakes dans un dîner, où Lila pouvait demander du sirop supplémentaire sans avoir à le redire. Étienne devint une présence familière. Jamais envahissante. Jamais en excès. Mais toujours là. Parfois, lui et Marie parlaient du travail. Parfois, ils évitaient le sujet. Le plus souvent, ils s'asseyaient simplement dans le parc, regardant Lila courir sur l'herbe, le vent dans ses cheveux. L'avenir se déployant comme un cadeau fraîchement déballé. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sur un banc sous un arbre en fleurs, Étienne posa une question à Marie. Vous pensez parfois à ce qui se serait passé si Lila n'était pas venue au bureau ce jour-là? Marie ne répondit pas tout de suite. Elle fixa l'horizon, les yeux posés sur sa fille qui chassait des papillons. Enfin, elle dit. Je pense que j'aurais disparu en silence, et personne n'aurait su. Il hocha la tête lentement. Mais elle ne l'a pas laissé faire, ajouta-t-elle, un sourire jouant sur ses lèvres. Elle est entrée dans votre monde et vous a fait me voir. Elle a tout changé, acquiesça-t-il. Non, corrigea Marie doucement, le regardant maintenant. Vous l'avez fait. Une fois que vous m'avez vu, vous n'avez pas détourné les yeux. Un silence suivit. Mais un silence apaisé. Celui qui naît de l'honnêteté. Et ouvre la voie à quelque chose de nouveau. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, peignant le ciel d'une lumière dorée, Lila tendit les bras et saisit les mains de sa mère et d'Étienne. Elle sourit. Et dans cet instant, dans un monde qui avait été si froid et indifférent pendant si longtemps, il faisait chaud à nouveau. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était un commencement. Un vrai. Nous voici à la fin de cette histoire émouvante. J'espère qu'elle vous a touché autant qu'elle m'a touché en la racontant. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et de partager cette vidéo avec vos proches. Merci à vous tous. À bientôt.